Tout de suite, bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? Je suis aujourd'hui en compagnie de Noël Lamy. Bonsoir Noël. Bonsoir, bonsoir à tous. Noël Lamy qui nous a pondu un chouette ouvrage sur la psychogénéalogie et le transgénérationnel qui est l'alchimie de l'arbre. Comme vous le voyez, j'ai mis plein de petits signets pour ne pas oublier les choses que je voulais aborder. Alors Noël, j'ai reçu ton livre du service presse et comme je te l'ai dit hors antenne, j'ai appris certaines choses. Il y en a d'autres que j'ai découvertes, il y en a d'autres que j'ai approfondies, il y en a que je n'ai pas apprises parce que je me penche un petit peu sur le sujet. Mais ici, l'idée était un petit peu d'explorer la psychogénéalogie avec toi parce que c'est toujours plus agréable d'en parler avec la personne qui est spécialiste du domaine. J'ai trouvé ton livre très intéressant et je voudrais aujourd'hui qu'on parle un petit peu de certains aspects. Alors, parmi nos abonnés, parmi les abonnés, je vois qu'il y a Pierre Treuil, qui est un de mes anciens invités, astrologue, dont je parlerai tout à l'heure. Euh, Parmi mes invités, certains connaissent le domaine, d'autres pas, mais je voulais déjà, pour commencer, voir un petit peu qui tu es, quel est ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené finalement à nous créer cet ouvrage. Eh bien, au tout début, je suis kinésithérapeute. Donc, je travaille sur le corps et je suis, comme tous les étudiants en kinésithérapie, absolument désolée quand je me rends compte que ce que j'ai appris pendant 3 ans d'études dans le cabinet, ça fonctionne pas. Donc, j'atterris à Saint-Mond, dans le Gers, entre foie gras, magret de canard et Poussera-Pierre. Je rencontre mademoiselle Mézières et on est en 1976. Mademoiselle Mézières commence à travailler, enfin, travaille sur les chaînes musculaires et la première chaîne musculaire qu'elle met en avant, c'est la chaîne musculaire postérieure. Et là, miracle. Un mois entier loin du cabinet, faut imaginer tout de même, hein. Un mois entier loin de la vie, du monde, des enfants, du cabinet, du mari, de la maison. Quand je rentre, comme les 3/4 des étudiants qui étaient avec moi, d'un seul coup, le monde n'est plus du tout le même et on ne peut pas revenir en arrière. Comme chaque fois qu'on trouve la lumière, plus jamais on ne revient vers la caverne. Plus jamais. Et donc, ça se solde par beaucoup de choses, dont un divorce, entre autres. Et, et un cabinet dans une pièce avec un tatami par terre et des années à travailler Mézières, à faire de l'ostéopathie, à faire de la médecine énergétique, à apprendre la médecine énergétique chinoise, à prendre les poux, à comprendre comment les organes nous parlent. Le monde s'ouvre complètement. Le monde s'ouvre dans une compréhension qui me convient et à laquelle j'adhère. Et puis, un cabinet, 2 cabinets, des déménagements, un enfant, 2 enfants, une vie de famille. Et puis, un mari malade, hein, et qui me dit: «C'est pas possible, nous avons 4 enfants, on vend tout et on trouve une activité professionnelle que tu puisses faire et suivre les études des 4 enfants sans sans avoir un cabinet qui prend 12 heures par jour». C'est à peu près le prix d'un cabinet. Bref, on fait ça, on achète un hôtel. On achète un hôtel en 1990, un 1er avril, sans que ce soit une blague, et on va voir à partir de là comme les choses vont se dérouler, c'est drôle. On achète un hôtel qu'on tient pendant 17 ans avec un de nos fils qui vient nous en renfort au bout de quelque temps. René guérit. Et pendant cette période de 17 ans où je ne travaille pas, où je suis dans l'ombre, j'apprends et je gère la comptabilité et tout ce que ça génère, un gros établissement comme ça. Et pendant ce temps-là, je travaille avec le transgénérationnel. Et je me dis, il est temps d'entrer dans les histoires de famille. Car je suis issue d'une famille avec beaucoup d'enfants, beaucoup d'histoires. Il est temps d'entrer dans les histoires de famille. Ma mère tombe malade. Et je vais une semaine par mois à Nantes tenir la main de ma maman qui prépare sa sortie de vie dans une pathologie intéressante puisque c'est la leucémie et que toutes les pathologies du sang vont venir nous parler du transgénérationnel. Et juste après, je vais démarrer une formation. J'aurais voulu la faire à Nantes. J'aurais voulu venir une semaine par mois faire un DU d'histoire de vie à Nantes. J'ai fait une semaine par mois sans diplôme universitaire, mais avec un diplôme du cœur, un accompagnement avec ma mère que j'aimais tant. Et puis ensuite, je vais travailler avec
Anne-Marie Leroy-Walter sur les histoires transgénérationnelles. Ce sera ma première formation en transgénérationnel, en psychogénéalogie au départ. On appelle ça comme ça. Et puis et puis je monte un cabinet, et puis je commence à travailler, je refais de la kinésie, de l'ostéo, et en même temps, j'apporte le décodage et j'apporte la compréhension du transgénérationnel. Et un jour, je décide de ne faire plus que cela. Je passe par les mains d'Olivier Soulier, de Bruno Clavier. Je travaille au Jardin d'Idées pendant des années, avec Olivier pendant des années. Et un jour, je suis toute seule à travailler et j'enseigne. Et je fais des formations et je fais des consultations. Et poussée par une de mes amies qui dit, mais ta façon de dire, de faire, forcément, j'ai d'abord et avant tout une formation de praticien thérapeute du corps. Donc les maladies, ça me parle, le langage des maladies, ça me parle. Je sais bien qu'on ne fait pas une sciatique par hasard, je sais bien qu'on n'a pas une migraine par hasard et pas que parce qu'on a des tensions de fascia postérieure. Et on n'a pas des tensions de fascia postérieure par hasard. Par hasard. Et donc, elle me dit, il faut écrire ce livre. Et j'écris ce livre. Mais la première année, quand je commence, mon mari décide qu'il va en sortir un, lui aussi. Ah. Mon ostéopathe de mari. Alors donc, je passe du temps et la première année, je m'occupe du sien. Et la deuxième année, voilà, ça se fait, ça se fait. Et on prépare un symposium international de psychogénéalogie à Lyon. Et je reçois un coup de fil au mois d'octobre 2023 en me disant, j'ai votre livre dans la main, là, votre manuscrit, on va le faire sortir pour le mois de juin. Ah non, 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 pas pour le mois de juin, pour le mois de mars et fin février. Parce que ce symposium, il y a tous vos auteurs, puisque c'est Quintessence qui m'appelle, il y a tous vos auteurs. Eh bien, il me faut le mien. Ah ben, vous l'aurez, pas de problème. Et en fait, Maria Bellicello, qui est une éditrice attachée d'édition de la maison Quintessence, a sorti mon livre pour le 14 février. Si c'est pas une jolie date, ça. C'est une jolie date, oui. Hein, et Jolie tout date. le reste à découler. Voilà. Ça, c'est mon chemin. Mais c'est une seule ligne. Tout le reste. Il t'appartient. Voilà. Non, ça se découvre. Je dis des choses au fil des pages et je suis prête à dire des choses aussi. J'ai pas de problème pour ça. C'est vrai que tu te révèles beaucoup dans ton livre. Et j'ai été content de voir que tu faisais régulièrement référence à Bruno Clavier parce que je trouve que son travail est aussi très intéressant. Bruno Clavier, pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir sur YouTube, il parle beaucoup de... Moi, ce qui m'a interpellé dans le travail de Bruno, c'est surtout les dessins d'enfants, etc., Ah oui. qui révèlent beaucoup de mal-être, de choses comme ça. Noël, je vais te poser une question qu'on t'a souvent sans doute posée. Pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi finalement la psychogénéalogie et le transgénérationnel? Y a-t-il une différence entre les deux? Puisque la différence est bien marquée dans le titre de ton livre. Oui, Il y a oui, souvent tout à fait. confusion. Alors, la psychogénéalogie doit mener au transgénérationnel. En fait, c'est bien. C'est difficile de rester juste au stade de la psychogénéalogie. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment une question de départ. C'est vraiment la base. La psychogénéalogie, eh bien, c'est d'abord et avant tout de la généalogie. Et on ne peut pas faire de généalogie sans un juge de paix qui sont les actes d'état civil. Donc, les registres, les mairies. Et c'est notre source première de renseignements juste. Et c'est important d'être dans un renseignement juste. Parce que quand on compte les années, quand on recale sur une ligne de temps, on se dit, ah ben non, c'est pas possible, ça n'a pas pu se passer à ce moment-là. Et on commence à travailler sur le roman familial que Freud nous avait présenté. Et donc, on entre dans la réalité et pas dans l'histoire telle que papa, maman nous l'ont racontée, ou la grand-mère, ou le grand-père. Donc, d'abord, c'est de la généalogie et c'est des actes d'état civil avec une addiction massive entre 2h et 5h du matin, quasiment pour tout le monde, car comme les actes sont en ligne, il n'y a rien de plus extraordinaire que de découvrir la signature de notre arrière-grand-mère ou de notre arrière-grand-père, ou voir au-delà, et de voir notre histoire et nos noms inscrits dans un registre en paléographie avec des plins et des déliés et de l'encre qui s'est fanée, des taches, enfin, c'est magique. Et vraiment, c'est magique. Et ce qui se passe à l'intérieur du cherchant, là, du Sherlock Holmes qui cherche son histoire au moment où il trouve les actes, c'est réellement de l'ordre
du lien direct, presque épigénétique, en tous les cas inconscient, entre moi et mes ancêtres. Moi, je sais exactement ce qu'a pensé mon arrière-grand-mère quand elle a reçu le faire-part de mariage de son frère qui arrivait juste derrière elle et auquel elle n'aurait jamais pu assister, car elle était à des milliers de kilomètres de là. Et qu'à ce moment-là, il n'était pas question de prendre l'avion et de rentrer. Et donc, je le sais dans mes cellules, pas dans ma tête, pas dans Ouais, mon enfin cœur. pas. Voilà, je le sais là. Et Ouais. c'est vraiment l'endroit où on sait si on est juste ou pas juste. Si vous vous posez une question, si vous ne savez pas si votre réponse est juste, si vous vous trompez ou pas, n'écoutez personne. Ne pensez pas avec ça, ne pensez pas avec ça, ni avec ça, ni avec le cœur. Allez écouter dans vos tripes, mais même plus bas, dans votre périnée. Et si vous avez la réponse dans votre périnée, c'est sûr qu'elle est bonne, c'est sûr qu'elle est juste. Elle réveille tellement de choses. Donc, l'état civil. Et puis l'état civil, on va commencer à faire ce qu'on appelle un génogramme, un génosociogramme, progressivement un arbre généalogique, et on va se rendre compte que, eh bien, je suis née en même temps que mon arrière-grand-père, ou que je porte le prénom de mon arrière-grand-mère, ou que je me suis mariée à la date où mes parents se sont mariés, ou ma grand-mère, ou l'oncle de ma mère, et que je mis mes enfants au monde au même âge que ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère. Ça interpelle hein, quand même. Ouais. Ou que sur 4 ou 5 générations de femmes, on a toutes des prénoms de fleurs. Ça interpelle aussi quand même. Mmh. Donc là, on met de la psycho. C'est-à-dire, on essaye de comprendre psychiquement ce qui est en train de se dire dans cette mémoire civile, citoyenne, qui nous permet de reconstituer, des fois complètement en partant de zéro, c'est-à-dire de son acte de naissance à soi, toute son histoire sur 4, 5 et voire plus. Hein. Plus on monte, plus c'est facile, surtout en France, en Suisse, en Italie, en Belgique. Donc, la Aujourd'hui, c'est psychologie, d'autant plus facile qu'il y a internet. À l'époque, il fallait aller aux archives et cetera. Maintenant, il y a c'est internet. numérisé. C'est pour Ouais. ça que je dis que c'est entre 2h et 5h du matin. Oui. J'avais fait quelques Mmh. recherches à l'époque sur mon histoire aussi, dans les archives belges. Heu et donc le transgénérationnel, on y arrive, comment? Par rapport Alors de le la transgénérationnel, psychogénéalogie? c'est Bruno Clavier qui donne la définition. En fait, on part de la psychogénéalogie et on va entrer dans la psychanalyse transgénérationnelle quand on va commencer à poser la triangularité entre la relation de mon papa, de ma maman et de moi. C'est-à-dire, quel enfant j'ai été, comment mes parents m'ont-ils attendu, quel projet ils ont posé sur moi, quel enfant je suis, est-ce que je suis le premier, le deuxième, le troisième, est-ce que je suis arrivée après une fausse couche, une interruption de grossesse. Et là, le travail qu'a fait par exemple Jean-Philippe Brébion sur l'empreinte de naissance est fondamental dans le sens fondateur pour comprendre quel est le désir de vie qui est à l'origine de mon incarnation. Et Françoise Dolto disait, il faut 3 désirs pour faire une vie. Les 3 désirs, c'est celui de nos parents, bien évidemment, mais il faut aussi le nôtre. Et ça, c'est extrêmement réparant, parce que j'ai souvent des consultants qui me disent, oui, de toute façon, moi, je ne suis pas un enfant désiré. Peut-être, concrètement, pas désiré dans les mots, mais une chose est sûre et certaine, c'est que si nous sommes là, si vous êtes là, tous, c'est que nous étions désirés. C'est que le désir a été plus fort que le rejet ou l'abandon, mais en tous les cas, le désir était là. Sinon, nous ne serions pas là, effectivement. Mais certaines personnes réagiraient, c'est le genre de questions qui pourraient être posées, mais elle l'est pas encore, donc je prends les devants. Dans le cadre d'une grossesse due à un viol ou à un inceste, tu crois que le désir est aussi présent? Alors, le désir, c'était peut-être pas qu'il y ait un viol ou un inceste. Oui. Le désir, c'est, moi j'ai 12 ans, alors j'ai 12 ans, j'ai une petite poupée qui s'appelle Isabelle, Mmh. et je sais déjà que quand j'aurai une fille, je l'appellerai Isabelle. Et quand j'ai une fille à 24 ans ou à 30 ans,
Elle s'appelle Isabelle. J'ai oublié que j'avais une poupée qui s'appelait Isabelle. Plus tard, je m'en souviendrai. Ça reste là, quoi. Ça reste là. Donc le désir, il peut être là longtemps, longtemps. Mhm. C'est intéressant quand même parce que moi, je travaille beaucoup sur tout ce qui concerne les karmas, etc. Ce que je trouve intéressant, et c'est une prise de conscience que j'ai eue il y a quelques années, c'est qu'avant d'aller fouiller dans les karmas, dont j'ai les images, les visions, la plupart du temps, c'est euh, d'aller fouiller dans son histoire finalement. Parce que si nous sommes ici, on, parce que nous sommes ici, on porte toute l'histoire du clan, de la famille, de la tribu. C'est ce que j'aime aussi dans le travail de Jean-Philippe, c'est que il va chercher la cause de la maladie dans l'histoire de vie, dans le projet de vie. Tu en parles aussi dans ton livre. Et ces recoupements, je les trouve vraiment pertinents, je les trouve vraiment intéressants. Maintenant, j'ai envie de te poser une autre question. J'hésite un petit peu à te parler d'une histoire que j'ai moi-même découverte, mais on verra un peu plus tard parce que ça me concerne directement. C'est un petit peu intime, mais peut-être que je t'en parlerai hors antenne ou une autre fois parce que comme la nuit a été pleine lunisée, on est un peu tous fatigués. Tu parles de psychophanie, tu peux un petit peu Ah, nous expliquer ça? les psychophanies, on y arrive tout de suite. C'est un grand sujet, les C'est un grand psychophanies. sujet, j'ai bien C'est compris. un très grand sujet. Mais juste avant de vous parler des psychophanies, Oui. je vais vous parler de quand on travaille sur un arbre transgénérationnel, on remonte, on a besoin de 4 générations. Et des parents de la quatrième pour savoir quel enfant il a été et dans quelles circonstances. Nos arrière-grands-parents, nous en avons 8 tout de même, hein, ça vaut quand même la peine. Dans quelles circonstances ils sont venus au monde et quel type d'enfants ils ont été pour leurs parents. Donc ça, c'est important. Mais Olivier Soulier disait, plus c'est loin, plus c'est près. Et plus je vais chercher loin, 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 et j'ai des gens qui veulent m'emmener 17e. Oui, alors on y va, on y va. Des fois, c'est utile, c'est vrai. Mais en même temps, ça vient raconter une histoire de là, tout de suite, maintenant, qui me fait tellement peur. Et comme je suis un tout petit qui a peur, et comme à l'intérieur de nous, les enfants sont encore en souffrance, l'enfant que nous sommes à l'intérieur de nous, qui s'est fait abîmer à l'âge de 7 ans, il a beau avoir 77 ans, il souffre encore, et il pleure encore, et il parle encore de cette souffrance-là. Donc, plus c'est loin, plus c'est près. Donc, moi aussi, j'ai été très interpellée au début où je travaillais dans la psychogénéalogie avec le transgénérationnel et j'essayais de comprendre comment c'était possible avec les vies antérieures. Comment j'ai pu être, je vous dévoile pas grand-chose, j'en parle pas souvent, mais comment j'ai pu être, ce banquier anglais qui fait faillite et qui se suicide avec une arme à feu sur la tempe? Comment j'ai pu être ça? Dans une autre langue, dans un autre pays, dans une autre histoire, et celle que je suis aujourd'hui. Eh bien, c'est strictement pas incompatible. Parce que celle que je suis aujourd'hui, elle est génétiquement et biologiquement, surtout, biologiquement reliée à toute cette famille dont je suis issue. Alors, elle a très bien pu être une sorcière brûlée vive ou une balayeuse des rues ou un noir qui court dans la forêt. Très bien. C'est pas incompatible, pas du tout. Et pour moi, la notion de karma, c'est une notion assez simple. Nous sommes, puis plus c'est simple, plus c'est juste. Ça va me permettre d'aller vers la psychophanie après. Euh, Nous sommes tous en incarnation ensemble, liés, ensemble. D'ailleurs, regardez qui est décédé cet été et qui sont les grandes âmes qui sont parties quasiment ensemble cet été. Tout le travail que Annick de Souzenel avait fait, que Michel Mhm. Kiefer avait fait, ces gens-là, et il y en a encore 3 ou 4 qui sont partis, dont les noms m'échappent là maintenant, qui sont vraiment partis comme s'ils avaient pris le même bateau, comme s'ils étaient dans le même avion et que quelqu'un les attend et leur prépare la chambre bien propre, bien Tu pour les parles accueillir. d'Alain Delon, Françoise Hardy, etc. Ben voilà, Mhm. vous voyez bien qu'il y a, on le voit bien, qu'il y a une collection d'identités animiques qui d'un seul coup se sont envolées. Et le karma, nous sommes donc tous responsables de notre histoire, 100% responsables. On peut reprendre l'assertion de Jean-Philippe Brébian à ce sujet-là, avec laquelle je colle à 100%. Et donc, plus nous faisons du bien, plus nous permettons aux autres d'aller bien,
et nous leur donnons la possibilité de faire du bien, plus nous faisons du mal, plus nous faisons descendre le niveau de conscience de l'humanité et plus nous mettons en place un système où le mal peut régner et où le chaos et où la confusion peut régner. Et plus nous sommes dans la transmission et plus nous ouvrons et plus nous sommes dans la tolérance, plus nous permettons que tout cela se mette en place. C'est ma notion à moi de karma qui est peut-être un peu simpliste, mais néanmoins. Non, je trouve que c'est bien résumé en fait, parce que c'est parfois assez compliqué à expliquer simplement. Parce qu'on parle beaucoup de dette karmique et ça fait des années que j'explique qu'il n'y a pas de dette, c'est juste un système évolutif. Mais il y en a encore beaucoup qui font leur chou gras sur la dette karmique et l'annulation des dettes. Mais ça va changer petit à petit. Mais je trouve que c'est bien expliqué. Expliquer simplement, c'est souvent mieux. Plus c'est simple, mieux c'est. Voilà. Eh bien, les psychophanies, c'est pareil. Voilà. Et la grande difficulté des psychophanies, c'est d'accepter que ce soit aussi simple. Alors, qu'est-ce que c'est que la psychophanie? La psychophanie, c'est une technique d'écoute d'inconscient à inconscient entre un consultant et un praticien. C'est venu en France par l'intermédiaire d'une orthophoniste qui s'appelle Anne-Marguerite Vexio et qui est partie au Canada travailler, alors tiens, le nom m'échappe, mais c'est pas grave, travailler avec une femme qui avait mis au point un système d'expression symbolique pour les enfants atteints de handicap du langage, de surdité ou même d'autisme, donc des enfants avec des handicaps à la communication profonde. Et elle avait mis en place un petit boîtier avec tout simplement des touches reliées à des lettres et des touches pour permettre d'écrire quelque chose. Elle soutient la main de l'enfant avec sa propre main et l'enfant tape tout seul. Et c'est incroyable. Ça fonctionne, je vous assure, ça fonctionne. Et je vous jure à tous, là, qui êtes là, que nous restons sans défense face à ce qui se passe. Et c'est d'une telle simplicité, et ça marche tellement formidablement bien, qu'on se dit, mais... Et c'est pas là-dedans hein, que ça se passe, pas du tout. Pas du tout. Donc, elle a commencé à travailler avec des enfants, puis un jour, elle travaille avec un enfant et la maman est assise à côté d'elle et la maman est enceinte. Et une phrase s'inscrit. Alors, il faut imaginer, vous savez, des mots tapés les uns à côté des autres sans espace. Hein. Donc après, on est un peu dans le langage des oiseaux et c'est ça qui est bien parce que c'est le langage du cerveau le plus simple qui va écouter ça et qui comprend parce que on est dans cette chose aussi simple que ça, un langage des enfants qui comprennent absolument toutes les choses. Et elle ne comprend pas ce qui se dit. Ça ne peut pas être l'enfant avec qui elle est en train de travailler. La maman dit « ben non ». Et d'un coup, c'est une intuition bien sûr, puisque de toute façon, on est dans le préfrontal là-dedans. Hein. D'un coup, elles prennent conscience toutes les deux au moins, que c'est le bébé qui est en train de dire quelque chose. Alors là... Or, le bébé, il n'est pas en train de toucher les touches, il n'est pas en train de dire j'ai faim, j'ai soif, j'ai sommeil, voilà. Et donc, Anne-Marguerite rentre dans la curiosité et dans la recherche de cette technique et elle a énormément travaillé, entre autres avec Didier Dumas, qui lui était tombé dans la marmite et quand il en a vécu une de psychophanie sur son histoire, il a voulu et une autre et une autre et une autre. Et c'est un petit peu le problème de la psychophanie. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la psychophanie ? La psychophanie, on va aller la pratiquer quand on connaît quand même un petit peu son histoire et quand on a déjà un petit peu travaillé sur l'arbre, mais j'ai vu des gens venir me voir pour faire une psychophanie sur un arbre que je ne connaissais pas, avec des ancêtres que je n'avais jamais vus. Simplement, on ouvre une porte et l'inconscient du demandeur va venir utiliser la bibliothèque de l'inconscient du facilitant, entre guillemets, et quelque chose va se dire, s'écrire. Alors moi, je tape sur mon ordinateur,
Je connais des gens qui écrivent à la main. Il y a des gens pour qui il y a que des mots et on tape les mots. Moi, j'ai aussi des sons, des images, j'ai aussi des gestes. Je vois, mais je vois pas là, je vois pas là, je vois pas là. Et je ne suis pas médium. Et quand je ne suis pas en lien d'écoute avec qui que ce soit, je vois devant moi comme tout le monde ou sur le côté selon mon champ visuel, hein, d'accord? Donc je n'ai aucun don particulier et je peux vous garantir que quasiment tout le monde, absolument tout le monde peut faire ça. Et donc à quoi ça nous sert, nous, psychogénéalogistes ou thérapeutes transgénérationnels? Ça nous sert pour quelque chose d'extrêmement précis, qui est ce que Bruno Clavier appelle la clinique des ancêtres. C'est-à-dire que nous savons très bien, au bout d'un certain temps de travail sur l'arbre généalogique, qu'on se trouve confronté aux inachevés des générations précédentes, aux douleurs, aux chagrins, aux peines, aux vies qui se sont achevées trop vite, aux activités qui n'ont pas pu se concrétiser. Et donc, ces inachevés de vie restent comme c'est Nagui qui fait cette comparaison, comme celle du garçon de café, qui a une table de 12 personnes en terrasse, et alors il y en a un qui veut un Schweppes, l'autre qui veut un Coca, l'autre qui en veut un light, l'autre qui en veut un sucré, l'autre qui veut un café, l'autre qui veut un whisky, l'autre qui veut juste un soda avec du sirop de citron, par exemple, etc. Il y a 12 commandes différentes. Et il apporte 11 commandes et il lui reste le café parce que c'était un expresso et que le barman n'a pas eu le temps de le préparer. Donc sur le bar, il sait qu'il lui reste une tasse avec l'expresso. Il aura ça dans sa tête, le garçon, tant qu'il n'aura pas posé l'expresso sur la table des 12 demandes. Et quand il va l'avoir posé, ça va s'effacer. Eh bien, c'est la même chose. Ça reste là, à l'intérieur de on ne sait pas quoi, mais maintenant on parle bien de l'épigénétique et quand j'ai commencé, on n'en parlait pas ou on était un peu farfelu. Maintenant, c'est bien, ça a du sens et on sait de quoi on parle. Eh bien, la psychophanie va venir écouter à travers mon inconscient qui utilise ma bibliothèque, donc mes images, ma façon de parler, etc. Ce qui est engrammé en mémoire inconsciente chez mon consultant qui veut aller voir sa mère, sa grand-mère ou son arrière-grand-mère qui sont décédés depuis longtemps, avec laquelle ou lesquels il a envie soit d'échanger, soit d'avoir un ou deux renseignements, soit de les aider à achever quelque chose. Et c'est ainsi que l'on apprend pas mal de choses sur la mort. C'est ainsi que l'on apprend, par exemple, qu'on a des ancêtres qui n'ont pas pris conscience qu'ils sont morts. C'est-à-dire, par exemple, j'ai en mémoire le cas d'une dame qui est morte une dame à la campagne qui est morte en chargeant les bottes de foin dans le grenier au-dessus de l'étable. Elle est morte d'une crise cardiaque, il fait très chaud, c'est une dame un peu âgée, l'effort est fort quand même, c'est physiquement difficile, elle a l'habitude, mais néanmoins, et elle fera un accident cardiaque, elle va mourir à ce moment-là. Et quand avec son petit-fils, nous allons faire une visite, on se rend compte très vite qu'en fait, elle ne sait pas qu'elle est morte. Et c'est le petit-fils qui va annoncer à sa grand-mère, mais tu sais que tu es morte tel jour? Ah, c'est pour ça qu'il n'y a plus de couleur. Ah, c'est pour ça que c'est tout gris et que je vois pas que ça bouge. Et ça parle comme ça, hein. Oui. J'ai quelqu'un qui a dit un jour à une de mes consultantes, au bout de 4 ou 5 fois qu'elle allait la voir, elle lui a dit: «Mais arrête, va vivre ta vie maintenant. T'occupes plus de nous, ça va, on se débrouille». Mais c'est intéressant parce que bon, des personnes qui savent pas qu'elles sont mortes, il y en a beaucoup. Mais au-delà de ça, euh, surtout quand la mort est brutale, en fait, et Oui, c'est vrai. inattendue. Parce qu'avec la maladie, les gens s'attendent à partir, ou avec la vieillesse, ils s'attendent à partir. Mais quand la mort est accidentelle ou brutale, maladie fulgurante ou foudroyante, c'est souvent ces personnes-là qui nous tournent autour. Mais c'est intéressant parce que euh, il m'est arrivé, et en fait ça m'arrive de plus en plus souvent, d'observer qu'une personne arrive dans une famille parce que son karma va pouvoir être réparé en poursuivant l'histoire d'un ancêtre. C'est ça. Toi, tu parles des ancêtres guides, on en parlait hors antenne, mais je trouve ça intéressant parce que il y a même des gens qui me disent quand je le souligne, ah mais c'est fou parce que
Mon deuxième prénom, c'est le prénom de cet ancêtre spécifiquement. Ça aurait pu être n'importe qui, mais non, c'est le prénom de mon arrière-arrière-grand-mère. Et en fait, ce lien, il est visible en fait. Et je trouve ça intéressant parce que quand on s'intéresse à soi, on peut voir les liens qu'il y a et on peut comprendre aussi qu'inévitablement, quand on porte le prénom d'une personne décédée de la famille, ben, on porte un petit peu plus son histoire à cette personne qu'à une autre. Hein. T'en penses Et ça quoi? nous ramène au projet sens. Voilà, ça nous ramène au projet sens. Et ça nous Et toi? ramène, Oui, pardon, vas-y. Non, non, et ça vas-y. nous ramène à cette phrase que disent souvent les psychogénéalogistes, qui est: «Nous sommes la concrétisation», j'y vais doucement, hein, parce que je sais que ça sidère un peu. Donc nous sommes la concrétisation du projet de vie de nos arrière-grands-parents. Mais moi, C'était noté. quand j'ai compris ça, qu'est-ce que ça m'a soulagée? Parce que ça veut dire qu'il y a au moins 4 générations pour faire aboutir un projet. J'ai pas besoin de tout achever dans cette vie. Pas besoin de faire d'hypo ou d'hyperthyroïdie, vite, 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 il y a plein de choses à faire et j'aurai pas le temps. On est 4 générations pour le faire. Et C'est moi, quoi je suis une l'hypothyroïdie pour informée. toi? C'est, d'abord, ça nous Pas parle au de nos niveau, pas au niveau médical, mais au niveau de ce que ça non, non, mais exprime ça nous parle de effectivement. nos terreurs d'enfance. Elles sont là. Elles sont comment j'ai pas pu le dire, comment ça a été douloureux, comment je l'ai crié sans que ça sorte, donc c'est là. Et puis, l'hypo et l'hyper vont dire ça: «J'ai beaucoup de choses à faire, je n'ai pas le temps» ou «J'ai trop de choses à faire», selon l'une ou l'autre. Après, je ne suis pas, médecin. Je conseille de toujours suivre son traitement. Nous avons une biologie, elle répond à des lois très précises et la symbolique aussi répond à des lois très précises et notre corps utilise, la biologie symboliquement pour venir nous dire quelque chose de plus puissant que notre biologie puisque, nous ne sommes qu'un véhicule, ce corps-là n'est qu'un Et véhicule les terreurs chargé. d'enfant, ça peut concerner la terreur d'un fœtus aussi? Oui, 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 bien sûr, tout à fait vrai et quand on regarde, des images de fécondation in vitro, par exemple, quand on voit, la pipette du manipulateur, arriver, dans l'ovule pour injecter le spermatozoïde et quand on voit que l'ovule vient se mettre en haricot jusqu'à ce que les 2 morceaux se touchent là, tellement c'est et on se dit: «Mais pourquoi il fait ça?» S'il y a pas de s'il y a pas de stress, ça doit se passer tout seul, au contraire. On sait aujourd'hui, au moment de la conception, que l'ovule choisit et ou s'ouvre pour le spermatozoïde qu'elle veut laisser rentrer ou qu'il veut laisser rentrer. On le sait, on a compris ça et dès que c'est fait, plouf! Clac, 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 Ah, là, elle se barricade, hein. ferme. Ouais, c'est la barricade totale. Total. Euh, ce que j'avais noté, ah oui, il y a des choses dont je te le disais en antenne, parfois ça vient spontanément et j'avais noté ici l'enfance et la concrétisation du projet de vie de ses arrière-grands-parents. Et en fait, tu es une des seules personnes que j'ai lues, alors j'ai pas lu tout le monde, hein, attention, je suis pas un spécialiste, mais par rapport à ce dont je me souviens aussi, parce que parfois ma mémoire me fait un peu défaut, qui remonte plus loin que 2 ou 3 générations dans le travail. Parce que j'ai souvent entendu des psychogénéalogistes ou des constellateurs qui en fait ne vont pas au-delà de 3 générations. Alors que tu me dis Il nous qu'ici, manquera les arrière-grands-parents. voilà, voilà, Or, les arrière-grands-parents transmettent quelque chose d'extrêmement important qui est le patrimoine. mm, Les grands-parents transmettent l'amour, les parents transmettent la loi et la génération concernée, c'est-à-dire nous, quel que soit notre âge, c'est-à-dire le jour où on décide de se mettre en route, eh bien nous avons à vivre. C'est très, très important, hein. Donc c'est intéressant. donc on voit bien comme ça que ça se partage. Je peux pas faire sans le patrimoine. Le patrimoine, c'est pas l'héritage du château, hein, d'abord j'en ai pas, puis on n'est pas nombreux à en avoir. Le patrimoine, c'est le patrimoine génétique aussi. C'est le patrimoine épigénétique aussi, puisqu'on dit aujourd'hui que l'épigénétique, c'est la mémoire de nos gènes. Jolie jolie définition, hein. C'est une jolie définition. Je m'intéresse aussi un petit peu à l'épigénétique, mais voilà, avec tout ce qui m'intéresse, je passerai ma journée dans des livres. Malheureusement, j'ai pas encore le temps pour ça.
Et le cercle temporel, j'avais écrit en lisant ça que c'était primordial pour comprendre son histoire. Mmh. C'est un peu vraiment, c'est vrai aussi qu'on peut s'en passer, mais on n'a pas toujours les dates. Et puis il y a des généalogistes et des psychanalystes transgénérationnels qui travaillent merveilleusement bien et qui ne s'appuient pas sur les dates. Par contre, le cercle temporel, voilà, c'est ça, il nous permet de fixer à partir de notre date de naissance, qui est l'acte fondateur de notre histoire. Vous êtes bien d'accord avec moi, hein? Oui, Ce n'est pas parce qu'on a été conçu, un, qu'on va venir au monde, deux, qu'on va venir au monde à la date prévue. Donc, je considère que la naissance, quelle qu'elle soit, c'est le premier acte volontaire d'arriver au monde que je fais, ou que nous faisons tous autant que nous sommes. Quand je dis je, c'est tout le monde, bien évidemment. C'est pas nécessairement moi, et bien sûr, c'est pas moi. c'est Donc, toi aussi. notre c'est moi aussi. Mais notre naissance, elle vient vraiment dire, voilà, je suis un être d'incarnation et je viens sur cette terre. Et il se passe quelque chose d'extraordinaire le jour de notre naissance, qui n'a strictement jamais eu lieu auparavant pour nous, c'est que nous allons inspirer et que nous allons déployer nos alvéoles pulmonaires. Ça vous parle, hein, depuis qu'on a le Covid, hein? On sait tous ce que c'est que les alvéoles pulmonaires et ce que c'est que nos petites bronchioles qui d'un seul coup se déploient et donnent toute son ampleur à nos poumons. Et donc, nous allons faire entrer à l'intérieur de nous ce qui est à l'extérieur. Nous entrons bien dans la rencontre entre l'intérieur et l'extérieur et l'intérieur. Et puis en soufflant, en poussant mon cri, là, quand on m'aura tapé sur les fesses, je vais mettre à l'extérieur de moi tout ce que j'avais à l'intérieur de moi. Regardez comme ce geste est incroyablement indispensable. On ne peut pas vivre sans respirer. Un petit peu au fond de l'eau, hein, le grand bleu, il est assez doué pour ça, mais pas tous. Et puis, c'est surtout cet échange fondamental entre ce qui se passe à l'intérieur de moi et ce qui se passe en dehors, et ce qui se passe en dehors et comment je vais me le prendre, me l'approprier, me le modifier, en faire quelque chose pour que ça me nourrisse. Et toute notre histoire d'être humain incarné sur cette terre, c'est cette histoire-là. Et ça n'existe pas sans la rencontre. Notre expérience de terrien, elle est une expérience de rencontre, elle est une expérience de je ne peux rien faire sans l'autre. Je ne peux pas me voir de manière juste sans l'autre. C'est l'autre qui me voit de manière juste. Moi, ce que je vois, c'est un peu de ça, un peu de ça au fond de mon cerveau. Mais l'autre, il me voit dans là où moi je me vois pas. Jamais je me vois parler. Je me vois pas vous parler sauf là parce qu'on est sur un petit écran, mais sinon, je sais pas ce que mon visage vous dit. Je sais pas ce que mon corps vous dit quand je parle. Et la même manière pour nous. Donc, nous ne sommes rien sans les autres. Et Freud, qui s'était fait son auto-analyse, avait raté quand même des choses. Il a fait des choses formidables. Il a d'abord défendu bec et ongle la psychanalyse et il a voulu que ce soit reconnu et il l'a payé un peu aussi, lui. Et quand il a fait son auto-analyse, il n'a pas vu son angle mort. Et il n'a pas vu quelle était sa souffrance profonde qu'on commence maintenant à raconter, mais ça, on n'est pas sur un chemin de l'universitaire. Là. Mais comment prendre conscience finalement de cette souffrance profonde? D'abord, notre corps va nous dire beaucoup de choses. Mhm. Ensuite, quand le corps va bien, quand le corps physique va bien, on va voir nos métiers, nos premiers métiers surtout vont nous réparer. Ici, on a justement Isa qui dit qu'elle est convaincue que toute maladie est reliée à des émotions refoulées. C'est exactement ce que le corps va faire en utilisant un langage symbolique pour venir nous dire où est l'émotion que je n'arrive pas à dire. Je vous donne un exemple, mais que j'aime beaucoup parce que il est tout doux, tout gentil, vraiment, il est formidable. C'est l'exemple de l'herpès. L'herpès, ça s'appelle aussi le Bahnhof syndrome. Le Bahnhof, c'est le quai de la gare. Le syndrome du quai de la gare. Alors, pourquoi le syndrome du quai de la gare? Les herpès, ils poussent souvent sur les lèvres, hein, et on sait tous que c'est un peu contagieux quand même si Mhm. on porte tous le virus de l'herpès, il se réactive dans des moments très particuliers. Alors, c'est mon amoureux qui s'en va et je vais l'accompagner sur le quai de la gare.
Si j'ai un herpès, je peux pas lui faire de bisous. Si je lui fais pas de bisous, pour mon reptilien, je lui dis pas au revoir. Si je lui dis pas au revoir, il part pas. Et en même temps, dans ce petit liquide séreux qu'il y a à l'intérieur de cette petite vésicule, il y a tout ce qu'il faut chimiquement pour m'aider à moins avoir mal de la séparation, à moins en souffrir. C'est comme ça un peu pour toutes les maladies, pratiquement toutes les maladies. Elles vont venir nous dire où j'ai mal, comment j'ai mal, et mon corps, qui est sans aucun doute un des outils les plus intelligents qui soient à notre disposition, va utiliser réellement un langage symbolique pour venir me dire: «Tu sais que ta pneumopathie là, c'est juste parce que, quand tu as perdu ton père, ta mère, ta sœur, ton frère, ton ami, ta maison, tu as pas pris le temps de pleurer. Tu t'es pas assis sur, c'était le bouquin de Coelho là, et je me suis assis au bord de la Assis au rivière». bord de la rivière et j'ai pleuré. Voilà, c'est ça, et c'est indispensable ce temps de s'asseoir et de laisser, parce que dans les larmes, il y a aussi ce qu'il faut chimiquement pour nous aider à guérir. Le phénix n'est pas le seul à avoir des larmes qui guérissent. On pleure pas beaucoup on pleure de moins en moins dans notre société. Enfin, on pleure un peu dans nos Oui, consultations. on pleure sans doute dans les consultations ou dans Oui, son lit ou quand on est caché, mais c'est vrai que les larmes, c'est presque tabou, je trouve, dans notre société. Après, attention, moi, je suis pas un grand pleureur, et Isa qui dit qu'elle boit tes paroles, c'est vraiment très intéressant. Je trouve ça vraiment très. c'est En gentil, fait, merci. ce que je trouve vraiment intéressant dans ce processus, c'est que euh, on comprend à travers tes livres et puis tous ceux que tu cites, hein, il y a Brébion notamment, il y a Freud, il y a Clavier, entre autres, il y a Ancelin, Stussenberger, j'arrive jamais à le prononcer. Euh, Bravo, c'était bien. hein, Oui, oui, c'était bien, c'était bien. c'était pas Je mal, pour regarde. une fois, c'était Oui, pas oui, mal. c'était pas Euh, mais parmi tout ce gros travail finalement, parce que tu es vraiment une chercheuse et ça se sent dans ta manière d'écrire, de transmettre cette histoire. Ce qui me fascine vraiment, c'est que ça fait des années que j'étudie la maladie, l'alimentation, le sport, enfin tout ça, la santé, et j'ai pu mettre sur certaines causes de maladies. Alors je m'intéresse beaucoup à Michel Odoul notamment, Gérard Attias entre autres. J'ai pu mettre vraiment la compréhension, non pas forcément du sens de la maladie, mais que vraiment tout est relié à l'émotion, que ce soit un cancer, que ce soit une alopécie, que ce soit une hypothyroïde, enfin, tout ça. Et en fait, la question que je me pose malgré tout, est-ce que, par exemple, moi j'ai de l'asthme depuis que j'ai 9 mois. Alors je pensais que c'était 2 ans, mais c'est 9 mois ma première crise, ma mère me l'a appris. J'ai appris aussi que 15 mois avant ma naissance, mon oncle est décédé d'asphyxie au monoxyde de carbone et euh, mes parents ont failli me donner son prénom. Mon grand-père a dit non, non, on ne donne pas le prénom d'un mort à un vivant. Et donc je me dis, mais maintenant que j'ai compris ça, parce que j'ai fait une grande réunion de famille il y a 2 ans pour un peu connaître mon histoire, ça a un peu dissous la famille, mais c'est une chose différente. Euh, Pourquoi est-ce que mon asthme, qui va beaucoup mieux, il est cliniquement guéri, mais de temps en temps, il y a toujours un fond qui est présent et j'ai toujours Mm. mes traitements. Alors que j'ai mis le doigt sur, enfin pour moi en tout cas, j'ai mis le doigt sur. Pourquoi? Parce que il y a ces décès par asphyxie et puis moi je nais avec une crise d'asthme à 9 mois, sachant que les 27 mois, dans la période des 27 mois avant, après et pendant la naissance sont quand même clés au niveau du développement des maladies et de l'enregistrement des futures maladies. Voilà, je comprends pas pourquoi, malgré le fait d'avoir mis le doigt dessus, ça n'a pas Non, forcément disparu. peut-être que, peut-être que il y a quelque chose d'inachevé du côté de l'oncle. Parce que Sans doute. l'asthme, c'est souvent un blocage en expiration. Donc, je viens d'expirer. Je viens Je sais ce qui d'expirer. est, je sais ce qui est inachevé du côté de l'oncle. Alors voilà, c'est là qu'il faut aller travailler, chercher. Mais Parce qu'en fait, quand je viens d'expirer, qu'est-ce que je suis?
Mort, Voilà. dernier souffle. Ah, ça vibre bien, ça résonne bien. Je sais, je l'ai appris par ma tante la dernière fois que j'étais à Paris. Sa vie sentimentale était un désastre total. Ça doit être son inachevé. Il faut aller regarder de très près, remettre les dates en parallèle, monter, et voir parce que c'est un oncle paternel ou maternel? Paternel. Paternel. Alors déjà, forcément, vous allez être attendu comme un garçon. C'est 15 mois avant, pardon, c'est 15 mois avant ta naissance. Donc ça veut dire que c'est 6 mois avant ta conception. Ouais. Donc ça veut dire que nous sommes dans la période dans le désir de l'enfant, c'est-à-dire 9 mois avant la conception et ça veut bien dire qu'inconsciemment, ton père, d'une manière ou d'une autre, il a eu envie que son frère revienne à la vie ou de redonner de la vie là où il y avait eu de la mort Sachant et que, pardon, vas-y, je te laisse terminer. bon, est-ce qu'à la naissance, tu avais de l'eczéma? Ah, ça, je sais pas. Ah, Mais petite ques j'ai des sur les bras. Ça me gratte souvent, beaucoup. petite question à poser quand même. Petite question à poser parce que l'eczéma, l'é il y a quelqu'un qui est content. J'ai vu. L'eczéma, c'est il y a quelqu'un qui a fait comme ça. Ouais, j'ai vu ça. C'est la première fois que je vois ça. Ah bon? Il y a quelqu'un qui était content. Ah, je sais qui a fait ça. Bref, quelqu'un qui vient de sortir un livre sur l'eczéma, un livre gros comme Ah, vas-y, bon, dis-nous. C'est intéressant. C'est ton époux? non, Non. non parce que mon époux n'est pas là, il est en train de chanter à côté dans une chorale. Je vous dirai peut-être tout à l'heure, D'accord. c'est vraiment je vous dirai peut-être tout à l'heure, mais c'est incroyable. Mmh. Bon alors, l'eczéma, c'est un conflit de séparation D'accord. et bien souvent l'eczéma se complique en asthme. Donc quand on fait un Ok. asthme bébé, je pose toujours la question de savoir avec qui est-ce qu'on a été séparés? Est-ce que c'est soit de la mère? Est-ce que c'est la mère, très inquiète et très stressée pendant la vie intra-utérine? Ou là, dans ton histoire, David, dans ton histoire, il s'appelait comment ton oncle? Jos, J-O-S, D'accord. Donc Jos, c'est un diminutif de Joseph? de Joseph. D'accord. Donc on est bien dans la même ligne quand même. Mm, mm. Ce qui est OK. intéressant, c'est que il est décédé le mois de naissance de ma compagne. Et même si, pour moi, les histoires se rejoignent. Et, Alors oui, vas-y. non, non, tout à l'heure tu disais: «Il arrive que dans un arbre, on arrive dans l'arbre pour venir achever quelque chose de ton histoire, une arrière-grand-mère et cetera». Oui, c'est vraiment très courant. Mais par contre, ce qu'on peut faire très, très bien aussi, c'est aller chercher des compagnons de vie, des époux, des épouses, des amoureux, des amoureuses qui vont venir faire ça dans notre arbre, qui vont T'en venir parles hein, dans nous ton aider. livre. Oui, T'en parles dans ton livre. qui Les vont venir nous remariages, aider, les morts de parents avant mariage, etc. c'est ça. Quand je Mm, parle du gisant aussi, un homme mm. Du qui gisant. décède jeune, il va créer cette chose, cette clinique spécifique du transgénérationnel qui s'appelle le syndrome du gisant, Le syndrome du qui est, gisant. comment je vais pouvoir, donc je suis à la fois mort et vivant. Je porte à la fois, mon incarnation et mon désir d'incarnation et je porte aussi, cette incarnation inachevée et donc je vais avoir, sérieusement, hein, très bien décrite par Salomon Selam, je vais très bien avoir, une clinique très particulière. Ne me mettez pas de musique, violente, ne mettez pas la lumière trop fort, et je préfère être seule que vivre, avec beaucoup de bruit autour de moi, voilà, je porte des couleurs plutôt apaisée, feutrée, muette, que des couleurs un peu éclatantes, voilà. Il y a une vraie clinique. C'est fascinant. C'est fascinant parce qu'il y a 2 ans, j'ai été voir une psychologue qui en fait travaille beaucoup sur tout ça. Et c'est elle qui m'a permis en fait d'aller chercher. Alors j'avais déjà lu auparavant, mais pas de cette manière-là. Je l'avais lu
de manière intéressée, mais sans toujours m'interroger sur moi, même si de temps en temps, inévitablement, ça nous interroge. Mais là, la psychologue a vraiment été me faire chercher une histoire. Comme je le disais, j'ai réuni toute ma famille pour avoir justement plus de clarification, parce qu'en fait, j'avais une histoire de ma vie et j'ai découvert en faisant cette réunion familiale que il y a des choses que j'avais cru vraies pendant toute ma jeunesse et jusqu'à aujourd'hui et qui en fait ne l'étaient pas, notamment par rapport au décès de ma grand-mère paternelle ou par rapport au décès de mon oncle, qui je croyais qu'il était décédé pendant la guerre et en fait non, il est décédé pas longtemps avant ma conception. Donc tout ça a remis un peu du flou dans mon esprit, mais ce que je trouve fascinant vraiment dans le travail que vous faites, vous, les psychogénéalogistes, c'est de mettre de la vie sur la vie, en fait. Je sais pas comment l'expliquer autrement. C'est-à-dire que il y a cette vie qui est moi, qui est toi, qui est tout le monde qui est ici, et en fait, on met la vie des ancêtres et de toutes les personnes qui nous ont précédés ou conçus sur notre vie à nous. Et pour beaucoup, c'est un fardeau. Et pour moi, c'est un cadeau, tu vois. Et c'est Mmh. important de comprendre, même s'il y a une maladie derrière, parce que quand tu as 9 mois, tu ne développes pas une maladie psychosomatique forcément, hein, tu la développeras quand tu seras plus âgé. Donc il y a quelque chose derrière, mais c'est un cadeau. Et c'est vraiment ce que j'admire dans vos travaux et dans les tiens, c'est que toute cette histoire, elle se reflète aussi dans euh, le petit être qu'est l'enfant, qui, comme l'explique aussi très bien Bruno Clavier, ben, des enfants qui vivent les infidélités parentales, par exemple, qui vont le transmettre dans leur dessin alors qu'ils n'en sont pas forcément témoins, hein. Et c'est ça qui est Mmh très mh. intéressant aussi, parce que t'as pas besoin d'être témoin, et ça c'est une preuve, entre guillemets, que tu peux porter quelque chose, même si t'as pas connu l'ancêtre, t'as pas besoin d'être témoin pour le porter et pour Mmh. le véhiculer. Oui. Le il y a on va revenir sur 2-3 petites choses que tu as dit. Pour moi, j'ai pas tout à fait le même point de vue. D'accord. Tu déclenches ton eczéma à l'âge de 9 mois. Oui. L'âge de 9 mois, c'est l'âge auquel on entre dans c'est l'âge qu'on appelle l'âge du miroir. C'est-à-dire qu'un enfant devant un miroir, au début, il va regarder derrière le miroir pour voir le petit garçon ou la petite fille qui est en face de lui. Ou bien alors, quand il est dans les bras d'un adulte, on joue à coucou. Ou bien alors, il voit bien qu'il est dans les bras d'un adulte. Il commence à voir qu'il y a lui et quelqu'un d'autre. Donc, c'est l'âge aussi où l'on entre dans la conscience de soi. Donc, je vois que je suis moi. Et je vois que je suis moi grâce à l'autre. J'avais dit hein, que c'était une histoire de rencontre. Hein. Ouais, ouais, ouais. Je vois que je suis moi grâce à l'autre. Or, si j'extrapole un peu dans ton histoire, David, ton autre, là, il n'est pas là. Il est bloqué sur l'expire. C'est peut-être ton papa qui n'a toujours pas achevé le deuil de son frère, qui est encore là parce qu'il a un chagrin qu'il n'arrive pas à sortir, parce qu'il y a ce bébé qui arrive et ce bébé, c'est la vie et qu'on ne peut pas pleurer quand il y a un bébé qui arrive. Mon C'est un père examiné. a porté ce deuil toute sa vie, ça c'est une certitude. Donc on en est là. Alors tu me dis, un tout petit, quand il est malade, c'est fondamentalement somatique et moi je dis non. Ah non, Un non, tout non, j'ai petit dit que justement, ça ne peut pas être psychosomatique à 9 mois. mais si, ça peut être Ah, ça peut? psychosomatique. Tu D'accord, as dit OK. voilà, tu as dit: «Ça ne peut pas», donc Ça ne peut pas, j'entends: c'est ce que «C'est j'ai dit, somatique». c'est ça. Oui, Eh bien non, non, c'est l'émotion. C'est une émotion tellement puissante qu'un petit garçon qui a 9 mois, qui veut que son papa aille bien, il la prend à son compte pour que son papa soit un peu déchargé. Les d'accord, enfants OK. sont tellement généreux, puissants que dans les 3 premières années de leur vie, ils préfèrent être malades eux-mêmes qu'avoir des parents en mauvaise santé. D'abord, ils ont besoin des parents en bonne santé pour, être vivants. Pour survivre, hein, ouais. C'est ça Eh et ben, c'est je mettre l'avais de la jamais vie vu sur comme de ça. la vie et moi je dis c'est mettre du sens à cette vie. C'est lui donner un sens profond. C'est c'est pour ça aussi que ce que mon arrière-grand-mère a fait, que je puisse le faire, c'est quand même incroyable. Moi, j'ai une arrière-grand-mère qui s'appelle Pétronie, hein. C'est un prénom, que j'aimerais bien voir revenir à la mode et j'aurais bien C'est aimé pas très avoir courant, une petite oui. fille, ou une arrière, on ne sait pas, hein, qui s'appellerait Pétronique, c'est tellement joli.
Sauf que dans Pétroni, il y a Noël. Voilà. Et que cette arrière-grand-mère-là, la vie qu'elle a menée, c'est le parallèle de la mienne ou la mienne, c'est le parallèle de la sienne. Nos enfants au même âge, Ouais. des désirs aux mêmes âges, enfin, même s'il y C'est a beaucoup de différences. de là découle une question du coup de Kat, quand le bébé déclare un eczéma dès 3 mois. Eh bien, c'est tout pareil. Quand le Tout bébé va pareil, hein. déclarer un eczéma dès 3 mois, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il est sur sa date de conception. Quand il a 3 mois, il est sur On en sa date revient de au cercle conception. temporel, hein. Oui. Il revisite sa date de conception. Donc, il pose la question de: «C'est quoi ma conception? Et quel bébé je suis pour mes parents?» En ce qui me concerne, tu me fais penser que ma mère m'a toujours dit: «J'aurais fait des enfants jusqu'à avoir un fils», parce que j'ai 2 sœurs aînées. Donc ça confirme bien qu'il voulait remplacer, ah, elle rajoute qu'il est prématuré. Le bébé a oui, mais il est prématuré. Je suis d'accord, mais, hem, il a choisi sa date de naissance. Alors après, moi, quand je fais le cercle temporel, à mes consultants qui me disent: «Oui, mais il est prématuré d'1 mois, 2 mois, tout ça». Mais allons-y, faites, le cercle temporel avec la date de conception réelle, biologique. Par exemple, il est né le 19, septembre, donc il a été conçu le 19 décembre. Oui, mais il a 2 mois de prématurité, donc il aurait dû naître le 19 novembre. Donc on va penser qu'il a été conçu le 19 février. Oui, mais il choisit de naître le 19 septembre. C'est son geste de vie. Donc à partir de là, son cercle temporel, je vais le dessiner avec sa date de naissance. Et je vais dessiner l'autre et je vais bien voir celui qui correspond le mieux à mon consultant, parce qu'après tout, je ne suis rien pour décider pour les autres, hein. Donc je vais bien voir, et les 3/4 du temps, même plus, hein, le consultant est en accord avec le cercle temporel dessiné à partir de la date de naissance réelle, celle qui est sur l'état civil, pas celle qui aurait dû. Vous voyez bien que aurait dû, ça n'existe pas. C'est ce que je dis régulièrement, du point de vue de l'âme qui s'incarne, et j'en parle dans mon prochain livre aussi, c'est quelle que soit la date de naissance, qu'elle soit provoquée, qu'elle soit prématurée, qu'elle soit à terme ou après terme, parce que ça peut encore arriver, c'est choisi. Parce que c'est C'est cette ça, date-là qui va marquer vraiment l'énergie de vie. Au-delà du transgénérationnel et tout ça, au niveau de l'âme, c'est ce qui va, les chiffres qui vont influencer la vie de la petite âme qui arrive au monde, euh, quelle que soit la manière dont l'enfant naît, ils sont choisis. c'est ça. C'est ce que Brébillon appelle la clé d'incarnation. La clé d'incarnation. Et pour un petit peu aller plus loin, on parlait indirectement des fidélités familiales, mais qu'est-ce que tu penses? Enfin, je sais moi parce que j'ai lu, mais pour les gens qui ne l'ont pas lu, des personnes qui développent une maladie comme leur mère, grand-mère, arrière-grand-mère au même âge, même maladie, ou qui perdent un mari au même âge, etc. Ça Tu s'appelle peux le un peu syndrome anniversaire. le syndrome anniversaire, effectivement. Oui, oui, Euh, oui, oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Parce que je sais que dans mes consultants, il y en a pas mal qui ont vécu ça. Le syndrome anniversaire, la définition peut-être pour commencer, je vous donne Oui. l'histoire, d'une de mes amies médecins qui perd, son mari d'hypertension. Donc je ne sais plus la date, hein, son mari décède, d'hypertension. Elle va se faire hospitaliser pour hypertension, artérielle massive, exactement le même jour, 1 an après. Donc elle est en fidélité familiale, c'est que sa biologie n'oublie pas, quelque chose reste accroché. Elle va pas mourir. C'est, quelqu'un, qui tombe dans l'escalier, le jour, le mois, jour pour jour. Après la mort de son épouse ou, après la mort d'un enfant, c'est mettre un enfant au monde, exactement sur la date de décès de l'enfant d'avant, qui sera en plus enfant de remplacement, et on est dans des fidélités familiales. Fidélité familiale, c'est aussi, faire le même métier que cet arrière-grand-père, qu'on n'a pas connu, mais qu'on aimait profondément, avec lequel on est très attaché,
ou que notre mère ou notre grand-père aimait profondément et qu'on ramène au monde pour ramener de l'amour là où on a le sentiment d'en être privé. Et Mais parfois ça sans va. le savoir. Oui, tout ça sans le savoir. Tout ça sans le savoir. Dolto disait, que l'enfant était, télépathe, hein, mais Je crois vraiment que on dit que tout est relié, mais je pense que dans un clan, c'est encore pas. On transmet les gènes, alors pourquoi on ne transmettrait pas une histoire finalement? ben oui. Et ce qui était absolument le plus étonnant, c'est que alors, c'est assez compréhensible dans une même famille, parce que génétiquement et épigénétiquement, on va avoir un tronc commun. Mais comment c'est possible que ça finisse par se faire dans les familles où il y a un enfant adopté? Oui, ça Comment t'en c'est parle aussi. possible? Comment c'est possible que cet enfant qui a adopté, dont le père biologique était boulanger et qui ne le sait pas, fait un apprentissage chez un boulanger, devient boulanger et quand il est, majeur, quand il est grand, un jour, il décide de retrouver ses racines et son père biologique était boulanger. Et des comme ça, il y en a pas qu'une, s'il y en avait qu'une, bien évidemment. Tout à l'heure, on disait: «Comment on va faire pour se réparer?» Alors il y a les maladies, bien sûr, mais il y a aussi les métiers qu'on fait. Moi, mon premier métier, regardez, c'est kinésithérapeute. Kinésithérapeute, la thérapie par le mouvement. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire qu'il a manqué de mouvement. Et qu'est-ce que c'est qui de manière majoritairement manque de mouvement? Bah, c'est un mort. Et bah, dans mon histoire, il y a un mort. Et moi, mon Noël, avec mes 2 petites ailes d'ange, et bah oui, c'est fait pour remplacer le mort, dont je suis sur la date de naissance. Ça, je travaille un petit peu sur le métier, sur le prénom, sur la mission que l'enfant reçoit quand il est venu au monde, enfin quand il est mis au monde, ou du moins quand il est conçu. Parce qu'on reçoit tous une mission de la part de nos parents, même s'ils ne le savent pas finalement, parce qu'on vient réparer ça. Ben, comme tu l'expliques, Noël, avec tes deux petites ailes d'ange, ben, tu viens réparer un mort dans ton histoire, peut-être un enfant mort ou je ne sais quoi, ça tu le sais mieux que moi. Mais ça, inconsciemment, les parents, enfin, ils le savent, entre guillemets, inconsciemment, finalement, que ils vont attribuer ce rôle à cet enfant. Bien sûr, mais c'est ça qui est formidable, c'est que c'est inconscient et d'ailleurs les prénoms que nous portons, c'est d'abord et avant tout un langage inconscient de nos parents Ouais, et plus ils nous ont mis de prénoms, plus ils disent des choses ouais. David et le c'est bien-aimé, et c'est vraiment leur mémoire qui donne les prénoms. C'est 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 leur peine, leur chagrin, ils ont envie de réactiver quelque chose qui donne le prénom. C'est pas, alors forcément, ça induit quelque chose, mais c'est pas un projet de vie. C'est pas tracé, dans le marbre, on peut, modifier ça, ça fait plus on est dans la conscience, plus on donne du sens à sa vie, plus on comprend quel sens elle a et surtout, comme dans les psychophanies, plus on la laisse nous guider, plus on se laisse être à la vie, plus on laisse la vie s'exprimer à travers nous, plus c'est facile. Plus on a, des petits pouces qui arrivent sur des écrans, et dont on ne connaît pas l'origine et plus c'est des clins d'œil parce que c'est tellement, heu, moi je suis stupéfaite encore maintenant, même à l'âge que j'ai et j'ai 70 ans, hem, je suis stupéfaite de l'abondance que ça a. Je suis stupéfaite de comme ça peut être léger, comme ça peut être facile et après je me dis: «Mais pourquoi c'est arrivé ça? Pourquoi c'est arrivé?» Il m'est arrivé un truc récemment, incroyable. vas-y. Je fais un geste complètement idiot et je vide mon ordinateur, tout beau, tout neuf. Sauf que je vide tout. Ma comptabilité, mes conférences, mes cours, des années et des années de travail. Je vide tout et donc bien évidemment, j'entre dans un stress, je peux vous dire quelque chose, hein. Ça m'est déjà arrivé. Voilà, très bien. Heureusement que donc je me pose d'abord et avant tout la question de savoir pourquoi ça m'arrive. Et quand je trouve le pourquoi ça m'arrive et que je commence à mettre en route ce qui va alléger quelque chose, pouf, je trouve comment faire pour récupérer tous mes fichiers et je les récupère tous. Mais C'est ce c'est que Christiane Berland évoque dans son dictionnaire des signes, ce genre de
de situations, en général, c'est parce qu'il y a trop de charge mentale ou trop de charge et que il faut se vider l'esprit ou vider un petit peu son planning finalement. Enfin, il y a ta situation propre aussi parce que c'est toujours très, euh, on va dire, c'est jamais personnalisé les interprétations, mais comme il y a ton histoire propre de laquelle tu es capable de tirer des conclusions, ben voilà, il y a de l'allègement notamment, oui. Bah, c'est exactement ça. Trop de charge mentale et une décision pour alléger la charge mentale. Mmh. Et une décision encore mieux puisque c'est une décision de partage. Puisque j'ai décidé de partager, avec, mes étudiantes qui sont des femmes formidables et qui savent très bien travailler. Alors Ursula, elle nous dit: Ma mère a perdu son père à son anniversaire et des années plus tard, elle a perdu sa mère à son anniversaire et plus tard encore sa sœur à son anniversaire. Conclusion, elle a eu des deuils à ses anniversaires. alors, le 1er qui arrive, c'est-à-dire, le grand-père maternel qui décède sur, la naissance de sa fille, je vais le dire comme ça. On peut se permettre de penser que cet homme fait héritage à sa fille de quelque chose de son histoire, de sa vie, même si, même si le couple s'est séparé, qu'il a perdu de vue ses enfants, sa femme et cetera, il lui donne de manière inconsciente quelque chose de sa fille. Sa mère va décéder sur son anniversaire à elle, mais surtout sur l'anniversaire de sur le décès de son époux. Elle Bah vient oui. nous dire comme elle est liée à cet homme et que, quelles que soient les années qui passent, elle a la mémoire encore de cet homme et de la perte de son mari et plus tard, sa tante, donc la tante de Ursula, va mourir sur la date de décès de sa sœur aussi. Donc les 2 sœurs sont très liées. Quel est le lien entre les 2 sœurs et le mari de la maman d'Ursula? Et puis puisque cette date revient 3 fois, qu'est-ce qu'elle dit dans l'arbre? Et comme disait Lise aussi, c'est que c'est parfois difficile de connaître l'histoire familiale. Peut-être que pour Ursula, ça l'est aussi. C'est pour ça qu'on fait appel à des gens comme Oui. Noël pour pouvoir y accéder. Et c'est pas la seule qui le fait parce que nous, on est en Belgique et on n'a pas beaucoup, enfin, on a des thérapeutes qui Vous s'en avez occupent. Pierre Rameau. Vous Qui avez donc? Pierre Rameau. Vous avez Pierre Rameau à Mons. Je Il connais faut pas. absolument contacter Pierre Rameau, un monsieur formidable aussi. Je vais à Mons se dédicacer bientôt. Enfin, faut aller Je voir connais Pierre pas. Rameau, David. Je vais le Alors comment contacter. on peut connaître son histoire sans sans, sans le mot qui vient, c'est bousculer nos proches qui s'enferment dans le silence. Comment on peut? Ben, les actes. On va remonter les actes et puis, l'histoire et puis quand la grande histoire percute la petite histoire, celle de nos vies et puis on sait très bien que si on a, une grand-mère ou une arrière-grand-mère, par exemple, qui était institutrice au début du XXe siècle, dans les années de l'école laïque, quand l'école laïque est venue faire la guerre à l'école, religieuse, on sait très bien que c'était une femme de tête, une femme de volonté et d'engagement. On comprend bien comment elle a lutté si elle est devenue institutrice et comment il a fallu qu'elle se débrouille. Et donc, on voit bien quel type d'arrière-grand-mère on a. Et on voit bien comment on vivait dans le Morvan en 1930 ou comment on vivait à Paris en 1950. Voilà, on a l'histoire qui vient nous raconter beaucoup de choses. Et l'histoire, c'est les femmes et les hommes qui l'ont faite. Et donc, avec les dates de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, de nos oncles et tantes, on sait ce qui s'est passé. Quelqu'un qui meurt trop jeune, on voit où est-ce qu'il est enterré. Est-il enterré avec ses enfants? Est-il enterré avec sa femme? Est-il enterré avec sa mère? Avec qui avait-il des liens? Tout peut faire sens et on peut donner un sens et une ligne avec tous les indices qu'on peut avoir. On a énormément d'indices en fait pour venir étayer des hypothèses de vie. C'est intéressant parce que je vois que les commentaires commencent à affluer. Bon, on a Emilien qui nous dit que c'est un petit peu
Ça fait penser à un immense puzzle dont on rassemble les pièces petit à petit avant de voir l'image au complet, et ça lui semble vraiment compliqué pour le commun des mortels. Non, parce qu'on se fait aider en fait, Emilien. C'est pour ça que des gens comme Noël non seulement écrivent des livres, mais proposent des consultations, parce qu'on peut pas faire ça tout. Enfin, moi, je pense qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Qu'en penses-tu? Eh bien oui, là, c'est ce que je dis, on est des êtres de rencontre, hein. On ne Mhm. peut absolument pas faire cela tout seul et si on fait ça tout seul, on va rentrer dans sa zone aveugle. On va pas aller là où ça fait mal. On va pas aller là où papa, maman, quand nous étions petit enfant, ne disaient pas le secret et évitaient le secret ou avaient un geste du corps ou avaient, des larmes dans la voix ou le regard qui se détournait parce que, d'un seul coup, on voulait parler de l'oncle Paul et non, bah, l'oncle Paul, il est mort et que c'est encore en peine. Donc l'enfant, il sait ça et il sait exactement qu'il ne faut pas qu'il aille dans cet endroit-là. Mais le praticien, lui, il est libre de toute émotion et il va venir dire, mais il y a un frère là dont on ne parle pas, mais il y a un grand-père là dont on ne parle pas. Il est où? C'est qui? Qu'est-ce que vous en savez? Et voilà. Et c'est pas de la curiosité. C'est justement pour que le pulse finisse par constituer une image globale. Oui, et puis il faut faire le génogramme et ça permet aussi de remonter où il faut remonter, parce qu'il n'y a pas que les ancêtres. Il y a aussi les remariages, il y a aussi les enfants qui sont pas nés. Enfin, il y a tellement de choses à mettre dans ce génogramme Il auxquelles y a on tout. penserait pas forcément sans un thérapeute finalement. Oui, oui, il y a tout. Oui, oui, tout à fait. On a besoin de quelqu'un. Oui, tout Ouais. le monde. Même moi, j'ai besoin de quelqu'un. Bah oui, Et c'est quand ça. Moi aussi, voilà. Et quand je j'ai travaille beau, sur mon histoire, je vais voir quelqu'un. pareil, j'ai beau être médium, je vois pas tout et j'ai parfois besoin de faire appel à des amis qui ont des perceptions aussi, c'est normal, hein. Ou pour me faire des soins si besoin. On n'est pas Dieu, hein, on a besoin des autres hein, dans la vie. Oui, bien sûr. Et notre cerveau est programmé pour ça, hein. Notre En cerveau plus, hein. est programmé pour ne pas, rester seul. Mm, mm. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles, la plus grosse des punitions la plus grosse des punitions qu'on puisse infliger à l'être humain, c'est de l'isoler ou de l'exiler ou de le bannir. Vous savez que certaines tribus, le bannissement n'est pas nécessairement une mise à l'écart de l'enceinte du village, elle est simplement un regard qui ne se porte plus et un salut qui ne se fait plus. Par exemple, quand ils se croisent dans le village, ils se disent: «Je te vois», au lieu de se dire bonjour, mais c'est pareil, je te vois. Et là, quand on croise le banni, on ne le lui dit plus. Donc il disparaît, car plus personne ne le regarde. Et oui, il n'existe plus. Donc Véronique, sa maman voulait un garçon, elle a eu 2 filles, sa sœur n'a pas eu d'enfant, mais pardon, 3 garçons pour essayer de se faire accepter par sa maman. Elle n'aurait pas pu avoir 2 filles. Et oui, ça s'appelle de la fidélité familiale inconsciente. Oui, c'est ça, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Par contre, dans le cas de Véronique, moi, je poserais quand même la question de savoir pourquoi ma maman voulait un garçon et pourquoi Véronique me dit, alors elle dit, j'ai fait 3 garçons pour essayer de me faire accepter par ma maman, mais pourquoi elle dit après: «Je n'aurais pas pu avoir de filles»? Et moi, c'est en consultation, ça je creuse un peu. Oui, parce que ma maman, elle a eu 2 filles, elle voulait absolument un garçon. Si j'avais été une fille, elle aurait eu un garçon après moi ou après l'autre, à un moment ou à un autre. Elle aurait fait je sais pas combien d'enfants jusqu'à avoir un garçon. Donc Oui, on aurait ça se peut-être voit été dans l'arbre. 27. Mais ça se voit dans l'arbre. Ça se voit dans l'arbre aussi, on voit il y a 5 garçons qui arrivent et puis une fille, puis après c'est fini, il y a plus d'enfants. Mmh. Donc moi je dis: «Vos parents voulaient absolument une fille». Et c'est intéressant parce que dans certaines familles que je connais ou que je côtoie, dont la mienne, il y a soit une seule fille, soit 2 filles, soit 2 fils, mais pas dans ma famille, à part chez ma sœur, la plus jeune de mes sœurs, où il y a un garçon et une fille, c'est que soit 2 garçons, soit 2 filles, soit une seule fille. Il n'y a pas même un D'accord, garçon. C'est assez intéressant d'accord. quand même parce qu'il y a probablement un lien. Il y a Lise qui demande à combien de générations il fallait remonter. Ben, on le disait tout à l'heure, à 4 générations jusqu'aux arrière-grands-parents. Eux, alors les arrière-grands-parents, c'est le patrimoine. Il faut que je me souvienne de tout. Les grands-parents, c'est la loi. Les parents, c'est l'amour. Et les enfants, c'est Non, les arrière-grands-parents, c'est le patrimoine, oui, bravo, là vous patrimoine. avez un point. Hein. Tu as un point. Les grands-parents, c'est l'amour. C'est l'amour. Et les parents, c'est la Et loi. les parents, c'est la loi, parce que c'est le père D'accord. qui emmène l'enfant dans la société. Oui, c'est vrai. D'accord.
Et les grands-parents, Bien. ils sont là pour, ils sont là pour, payer des tours de manège, raconter des histoires, éventuellement transmettre leurs histoires quand les enfants sont un peu plus grands et rire avec les tout petits et donner du chocolat quand papa et maman ont dit qu'il fallait pas de chocolat, juste un peu de temps en temps. Histoire d'apprendre la transgression, Ouais, parce que c'est souvent dans la transgression qu'on trouve les bonnes solutions. parfois. Voilà, dernière question pour aujourd'hui, parce qu'après on va doucement vous quitter. Et les personnes qui ont une lignée d'une maladie comme les cancers, pourquoi ont-ils presque tous le cancer du père à la mère, aux enfants, etc. C'est vrai qu'on trouve des arbres à cancer, de même qu'on trouve des arbres à accident cardiaque et que donc, la la, l'explication globale du cancer, ça va être: «Il a manqué quelque chose et j'en rajoute». Le cancer, c'est une tumeur, c'est donc la cellule, au lieu d'obéir aux lois de la cellule qui sont, une cellule meurt, elle est remplacée par une cellule, elle dit: «Moi, je fais comme je veux, une cellule meurt et j'en fais, j'en fais, j'en fais, j'en fais, j'en fais». Ça veut dire qu'on est sur un terrain où il a manqué quelque chose et où il y a eu des émotions qui ont créé quelque chose comme ça et par exemple, ben, donc il faut aller chercher et remonter à l'origine tout le temps, là où il y a pas eu de cancer, pour savoir ce qui s'est passé, qui a provoqué le cancer. C'est intéressant parce que tu parles de tumeur. À 16 ans, j'ai développé une tumeur. De quoi? Euh, une tumeur aux côtes. C'est-à-dire qu'en fait, les médecins n'ont jamais vu ça, c'était un cas d'école. Euh, D'ailleurs, c'est pendant l'opération à 18 ans que j'ai fait une expérience de mort imminente. En D'accord, fait, euh, à 16 ans, j'étais devant l'école avec mes copains, comme d'habitude. Mon sac était posé sur le banc. Au moment où je prends mon sac sur l'épaule, je sens une douleur fulgurante. Alors, c'était côté gauche. Euh, Au début, on a été chez le médecin. J'étais hyper sportif à l'époque. On a été chez le médecin qui a diagnostiqué une tendinite. Et il m'a prescrit un médicament. Les vacances arrivaient. Euh, Ça a duré 2 ans, en fait, comme ça. Pendant les vacances, j'étais sous traitement. Ça allait un peu mieux. Puis le corps s'est habitué au traitement. Donc, on l'a augmenté, augmenté, augmenté. Et tous les médecins prescrivent, diagnostiquaient une tendinite. Alors, on se disait que c'était un peu long, donc j'allais chez le kiné, etc. Et puis de fil en aiguille, les médecins ne trouvaient pas parce que ça faisait quand même 2 ans que je la portais, de mes 16 à 18 ans. Et un jour, un médecin dit, écoutez, je vais vous envoyer chez mon professeur. Et donc, je vais chez le professeur qui s'appelle Docteur Dieu. Non, pardon, Docteur Dieu nous dit, je vais, et ça m'a toujours sidéré. Docteur Dieu me dit, je vais vous envoyer chez mon professeur, au grand hôpital Erasme à Bruxelles, chez Docteur Applebaum, donc Pommier, et il va voir ça avec vous. Alors finalement, après 2 ans, le Docteur Applebaum a diagnostiqué une tumeur aux côtes, donc Dieu, Pommier, côte. Plus tard, j'ai fait un lien comme ça. Et ils ont fait des examens préopératoires. Un mois avant l'opération, la tumeur faisait 1 centimètre sur 1 centimètre et la veille, elle faisait 4 sur 3. Donc oui. elle s'était vraiment développée à la veille de son extraction. Et en fait, ils m'ont enlevé 2 côtes. Enfin, une côte et un morceau de côte. Et un morceau de poumon. Et donc, j'ai fait une expérience de mort imminente pendant l'opération. Et c'est vrai que ça m'a toujours travaillé. Pourquoi, d'où vient cette tumeur? Alors je disais toujours, tu meurs pas d'une tumeur, mais d'où venait cette tumeur finalement? Parce que maintenant, je recommence à faire du lien avec l'homme, puisque la côte, Adam aurait été créé à partir d'une côte. Donc tout ça, non, Ève aurait été créée à partir d'une côte. Tout ça m'a beaucoup interrogé finalement dans ma vie. Et c'est vrai que c'est très intéressant, mais donc c'est vraiment que quand tu as 16 ans que ça arrive ça, hein? Oui, à 16 ans. À l'âge de 8 ans, il t'arrive quelque chose de particulier? Oula, je devrais demander à ma mère ça, à 8 ans. En tous les cas, ce que je peux dire, c'est que heureusement que tu as eu ça, sinon tu aurais peut-être pas fait ton expérience de mort imminente et ça ne t'aurait pas amené dans tes recherches telles qu'aujourd'hui ça caractérise ta vie et ta démarche de spiritualité. La côte, c'est la latéralité, donc c'est les frères et les sœurs, Mhm, donc tu iras chercher par là. Le côté gauche, c'est le côté du père mhm. qu'on inscrit sur l'arbre du côté gauche, donc c'est peut-être le frère de ton père qui est mort à quel âge? Oh, ça, je sais plus.
Ben voilà, tu iras chercher aussi. Je dois le Et, savoir, hein, mais j'ai oublié. et comment je vais le remplacer avec un morceau de poumon et le chagrin. Je pense qu'il devait avoir moins de 50 ans quand il est décédé. On va regarder. Euh, Par contre, bon, on va pas faire des heures sur moi, je suis pas en thérapie non plus, mais c'est parce que ça me fait réfléchir. Et puis après, on va doucement vous laisser. Par contre, j'ai appris que pendant que ma mère était enceinte, alors ça, je l'ai appris il y a quelques mois, elle a dû rester couchée parce qu'elle perdait énormément de sang. Et je pense que c'est Juliette Allais qui parlait de ça dans un de ses livres en disant que ça pouvait être symptôme d'un jumeau perdu. Tout à fait. Et là, on est sur la côte, hein, et sur le côté. Et les côtés, c'est les frères Ouais. et sœurs, c'est la latéralité. On a deux modes d'expression, la verticalité, donc l'ascendance, la descendance. Et la latéralité, c'est nos frères et sœurs, la lignée dont nous faisons partie, la ligne généalogique, hein. Mhm. Nos frères et sœurs, nos cousins, cousines après. Purée, je pourrais passer des heures à discuter avec toi. Mais comme je propose souvent de se refaire une émission, et c'est vrai que j'ai beaucoup de trucs à faire et que parfois ça traîne un peu, mais je serais quand même assez intéressé d'en refaire une dans quelques semaines, dans quelques mois, pour Ah, pas de peut-être problème. parler un petit peu plus de tout ça, peut-être aller un peu plus loin, et je devrais relire un peu le livre parce que j'aurais lu d'autres livres entre-temps, du coup j'aurais évacué un petit peu celui-là, disons que ce qui sera resté, tout ce qui est vraiment important, pour moi en tout cas. Mais je vous le conseille vivement. Pourquoi? Parce que tout part de notre histoire, de l'arbre, et j'aime beaucoup l'alchimie, parce que l'alchimie, c'est la transformation, c'est transformer le plomb en or, se comporte en lumière finalement. Et le titre m'avait interpellé quand Florence m'avait envoyé les services presse. Je me suis dit, oups, celui-là, il faut que je le lise. Alors, je te cache pas que euh, j'ai mis un peu de temps à me mettre dedans parce que voilà, il y avait au début pas mal de choses dont j'avais déjà pris connaissance. Et puis au fur et à mesure de la lecture, vraiment, tu rentres dedans. Enfin, moi, ça me concerne que moi finalement. C'est ma vision de la lecture, mais c'est vraiment passionnant. Je vous conseille. J'ai mis le lien dans la description et je le mettrai dans le premier commentaire demain. Euh, donc voilà. Noël, est-ce que tu as un petit quelque chose à dire aux gens avant de se quitter? Oui, je ne peux que les encourager, que je ne peux que vous encourager tous à aller chercher votre histoire, à la voir juste et réelle, à la transmettre à vos enfants et à vos petits-enfants. Tout ce que vous enlèverez de votre histoire, de peine, de chagrin, de douleur, d'inachevé, sera ça en moins apporté pour eux. Ils seront donc beaucoup plus libres et ils iront mieux voir ce que leur propre vie les les oblige ou vers quoi leur propre vie les guide. Donc n'ayez pas peur, tout ce que vous allez découvrir a déjà eu lieu. Donc la seule chose que vous pouvez faire, c'est apporter de la paix, de l'amour et de la tendresse. Il est très très rare de trouver dans des arbres des vrais monstres, des vrais hommes et ou femmes. Il y en a, hein, c'est la vérité, il y en a aussi. Mais le plus gros de nos douleurs, c'est du mal-amour, c'est de l'amour qui ne sait pas s'exprimer, c'est de l'empêchement. Et donc, plus nous allons lever tout cela, plus nous allons faire circuler la lumière et l'amour dans nos arbres, et plus vous verrez des petits rameaux de tendresse qui vont pousser, comme au printemps, quand les petits bourgeons éclatent. Et plus votre cœur sera libre, et plus la lumière jaillira. Vous savez, le mot de la fin pourrait être donné à Marianne Williamson, qui a écrit le discours de Nelson Mandela. Qui êtes-vous pour ne pas être ce que vous êtes? Vous êtes fils et filles de Dieu, et ce n'est pas les ombres qui vous font peur, c'est la lumière qui est à l'intérieur de vous qui vous font peur, car nous sommes infiniment grands et infiniment puissants. Nous sommes. Alors la question c'est, qui êtes-vous pour ne pas être ce que vous êtes? Ça, il faut rester là-dessus. Qui êtes-vous pour ne pas être ce que vous êtes? Merci beaucoup, Noël. Ah oui, petit scoop là, c'était qui le petit pouce? Non, je ne crois pas que Non, je peux le dire. d'accord, Non, je suis d'accord. désolée, je ne crois pas. C'est pas Je... grave. C'est pas grave. Bien, merci à Merci toutes et bien. toutes. Merci Noël. Merci, merci. Euh, un peu de prévision. Je vais recevoir, si tout se passe bien, le 14 octobre, Jocelyn Huet, qui m'avait reçu sur sa chaîne Énergie Positive pour son livre qui sortira le 26 septembre, Un autre regard sur soi. Alors, il est kinésiologue notamment. J'ai pas encore entamé parce que je me replongeais dans le livre de Noël. Je vais recevoir bientôt, mais ça on n'a pas encore fixé de date, Thierry Penin pour comment se libérer des esprits possessifs et des entités.
On s'est mis en contact là, mais on n'a pas encore fixé de date parce qu'il faut d'abord que je lise Jocelyn. J'ai reçu aujourd'hui le mat de Pierre Treuil et la figurine en 3D. Alors je ferai une petite vidéo pour le déballer, pour vous le montrer. Voilà, magnifique. Et C'est Pierre bien. Treuil, astrologue et un expert en tarot, qui a conçu des figurines en 3D du tarot. Et C'est beau. la prochaine, je crois que c'est la tempérance, si je ne m'abuse. Mon livre est toujours disponible. Le prochain, il sort en juin si tout va Ah oui, bien. Et mon oracle vient de sortir, comme ça, des gens qui ne le bravo. savaient pas, parce que je ne l'avais pas assez dit, hein, messieurs, dames. Voilà, ceci étant dit, ceci est dit. Merci beaucoup. Tu restes encore 2 minutes avec moi aux antennes. Après, on va aller tous se coucher. Merci à toutes et tous et revoyez et partagez parce que c'est quand même primordial tout ce qui est Jean-Philippe Brébion, Romuald Le Terrier, les dernières émissions que j'ai faites, faut vraiment les revoir et les partager parce qu'on y apprend énormément de choses pour s'apprendre soi. Et je trouve ça vraiment plus qu'intéressant. Bonne soirée à toutes Merci. et toutes. Merci à tous. Merci à toi surtout Noël et je termine la session. Ça va être fini dans 2,